Donc bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Excentrique. C'est tonton René qui est avec vous. Alex, bonjour Alex. Bonjour. Ça commence bien. Et Sandy. Oui, bonjour. Bonjour. Par contre, ce qui serait bien, c'est d'expliquer ce que c'est que la sophrologie. Eh bien, la sophrologie est une technique de connaissance de soi basée sur le corps et la façon dont on ressent et dont on vit son corps. On apparente très très souvent la sophrologie au yoga. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, exactement, oui. C'est ça. Le yoga est extrêmement ancien, tandis que la sophrologie est quelque chose de, je dirais, relativement contemporain, de notre époque, bien sûr. Et ça traite bien les maladies nerveuses? C'est pas du tout le but. Oui. On ne va pas voir un sophrologue pour se soigner, on va voir un sophrologue pour se connaître. Quand on est malade, on va voir un médecin. Parce que si on va voir un sophrologue quand on est malade et que le sophrologue prétend vous soigner, c'est que cette personne est un escroc et un charlatan. D'accord. Donc la sophrologie, ça permet la maîtrise de soi, de connaître son corps et d'exprimer son ressenti. Absolument, mais en aucun cas de se soigner. Quand on est malade, on va voir un médecin. Voilà, parce que c'est pas un médecin, un sophrologue, c'est ça qu'on voulait dire aussi. Oui, voilà. tout à fait. D'accord. Donc c'est bien. Donc dans ce cadre-là, vous également, donc ce conseil à la personne que vous amenez, vous proposez des échanges en dîner-débat, ce que vous m'avez expliqué au téléphone. Ces fameux dîners-débats qui peuvent permettre aux personnes donc de parler, de se livrer en tout cas, hein, parce que j'ai quand même une formation aussi pour ces choses-là. Oui. Et afin de pouvoir peut-être, pourquoi pas, faire un atelier sophro par le biais d'une association, pourquoi pas, ou faire diverses choses, toujours pareil, sur apprendre à se connaître et bien entendu cette fameuse estime de soi. Qu'est-ce que vous appelez l'estime de soi? L'estime de soi, c'est le fait d'avoir conscience de ce qu'on est soi-même. D'accord. Oh, je vous prie de m'excuser. C'est pas grave, vous avez Non, c'est pas grave. Hein. D'avoir confiance de ce qu'on est, conscience de ce qu'on est soi-même, d'avoir conscience de ses capacités, de ses valeurs, mais également de ses défauts. Parce qu'une personne qui n'a pas conscience de ses défauts et de ses propres erreurs est quelqu'un qui n'est pas dans le réel. L'important est justement d'être dans le réel de ce qu'on est, de pouvoir se sentir bien avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même et OK avec soi-même, et qu'on a conscience de ses erreurs, parce qu'on en a tous, hein, qu'on a conscience de ses erreurs, on est des êtres humains, c'est tout à fait normal qu'on en ait, et bien à partir de ce moment-là, on est à l'aise avec soi-même, donc avec les autres, et on attire à soi les bonnes personnes. C'est comme par exemple, je sais pas si ça fait partie du lot, par exemple quelqu'un qui se sent vraiment moche ou terrible physiquement. Est-ce que ça, par exemple, plus la personne se sentira moche et terrible physiquement, plus elle aura l'impression que les gens le voient, que les gens s'en rendent compte. Mais justement, que cette personne fasse un travail sur elle, ou apprenne à mieux se connaître, et voit les choses qu'elle voyait en négatif, plutôt en positif, mettre par exemple en évidence une petite cicatrice ou une couleur de cheveux ou quelque chose qui ne lui plaisait pas, en faire le basculer pour mettre cette chose dans le positif peut lui apporter énormément. Et vivre avec son apparence physique, quoi, en fait. Et vivre avec son apparence physique, bien entendu, ou tout simplement en tirer parti différemment. D'accord. Présentation de l'estime de soi, et donc c'est vrai que développer le relationnel, c'est très important. Pouvoir échanger, c'est un fait certain. Favoriser le dialogue et la compréhension de soi, l'acceptation de soi et le partager auprès des autres. Et donc ces échanges de débats sont tout à fait intéressants, avec plusieurs associations, pouvoir échanger de chaque
chaque activité parfois commune, parce que je parle beaucoup de sujets de société, et donc que ce soit sur les LGBT, que ce soit sur l'actualité, que ce soit sur la musique. Tout à fait. Voilà, et donc c'est intéressant donc qu'on puisse se retrouver un moment pour ces repas et faire une table ronde entre particuliers et associations. Essayer de dialoguer autour de ces thèmes-là. Ça va être, je voulais revenir un petit peu sur le débat d'Equality autour du mariage. Alors, d'Equality de la semaine dernière, qu'on soit bien clair, pas celui d'hier. Voilà, parce que pas cette fois-ci, oui. Parce que pas cette fois-ci. D'Equality, il y a 15 jours. Non, il y a une semaine. Il y a une semaine plutôt. Il y a 8 jours. Oui. C'est celui de la semaine dernière. Oh, mais je suis en décalage complet, excusez-moi. C'est celui de la semaine dernière. D'accord. Donc dans cette émission-là, qui était le sujet du mariage. Alors mariage, droit, mariage pour tous. Attention, on a bien. Pour tous. Voilà. D'accord. Pour tous. Voilà. Et donc là, il y a une thématique qui me tient à cœur. Et pourquoi pas deux personnes de même sexe, on en fait tout un fromage pour qu'ils se marient à la mairie, qui soit donc acté au niveau état civil et reconnu dans la société d'aujourd'hui. Peut-être on peut lancer un débat. Est-ce que oui, on peut être pour ou contre au niveau religieux? Voilà. Et maintenant, la question religieuse se pose parce que tout le monde ont des coutumes différentes, ont des pratiques également différentes. Le mariage de personnes à l'église, quels sont vos ressentis? Est-ce que vous êtes pas pour ou contre, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez choquant que deux personnes de même sexe puissent se faire une union à la mairie? Ah non, et après à l'église. Ah non, mais il faut les deux, comme fait un mariage ordinaire. Oui, mais religieux, c'est pas dans une mairie. Ah oui. Non, mais si tu veux, le mariage aujourd'hui entre un homme et une femme, il passe bien à la mairie et ceux qui le souhaitent vont à l'église. Ah non, pas forcément. Mais bon, en 90%. De toute façon, le mariage religieux pour moi c'est l'église, c'est pas la mairie. Oui, mais donc mais moi c'est le couplet, c'est les deux. Ah non, pas. Non, c'est civil la mairie. La civile, tout à fait. Mais il y a les deux. Moi, tu trouves que la mairie c'est religieux, toi? Non, la mairie c'est civil. En suivant, moi j'étais quand ma soeur s'est mariée, par exemple, on est passé devant monsieur le maire et après on a été confirmer l'union à l'église. Parce que la question, là on parle de mariage religieux. Oui, tout à fait. Donc du coup c'est plus la mairie qui est prise en compte, c'est l'église maintenant. Ah mais c'est les deux. Voilà. Non. Si tu te maries uniquement à l'église, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je vois, c'est pas l'intérêt. Moi, mon intérêt, c'est que le mariage soit complet et ne soit pas que civil. C'est la partie église. Pour moi, c'est une suite logique du passage en mairie, comme fait le couple des hétéros. La plupart des couples hétéros passent devant monsieur le curé. Déjà, nous en France, déjà que c'est dur en France, parce que déjà on n'a même pas réussi à aller en mairie. Déjà, si on doit. Voilà. Et donc, si vous voulez, le pays de Danemark est en train d'établir une loi. On est bien dans la séparation de l'Église et de l'État pour pouvoir permettre aux personnes de même sexe de pouvoir se marier à l'église à la suite de mariage civil. Non, mais je vais prendre le sujet, l'article, et je vais vous le partager après après ma pause musicale. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, ça va être ça, le mariage religieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Mister Sandy? Et puis, Mister Alex m'accompagne cet après-midi. Ils m'en font la joie, l'amitié, le plaisir. Avec un rhume, quand même, je t'en prie. D'être avec moi cet après-midi. Vous savez que vous êtes mes chouchous chroniqueurs. Donc, voilà. Donc, on va enchaîner. On va enchaîner sur les fameuses journées internationales. Donc, Mister Sandy va me dire quelle journée internationale correspond à
à ce jeudi. Déjà, c'est la deuxième fois que ça se produit. À chaque fois, tu te trompes de un jour. Ah bon? Ah oui. Alors déjà, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ah, mais j'ai parlé de violence des femmes, moi. Or, c'est pas jeudi, c'était vendredi. Ah, mais tu vois, c'est toi qui m'en dis en erreur. C'est pas moi qui vais parler de jeudi, hein. J'ai pas dit jeudi, hein. C'est toi qui as dit jeudi, hein. Ah bon? Ah oui. C'est le 25 novembre. C'était vendredi. Voilà, c'est vendredi. D'accord. Alors, j'ai l'explication. Donc, si l'on demandait à un citoyen pris au hasard ce que signifie pour lui le 25 novembre, nul doute que cela ne lui évoquerait pas grand-chose, sauf peut-être la Sainte Catherine, déjà. Ah, très bien. Il faut pas l'oublier, ça, en fait. Ouais. S'il a gardé en mémoire de vieilles traditions. C'est pourtant la date choisie par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Son origine remonte à 1960. Lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabal furent assassinées parce qu'elles militaient pour leurs droits. Elles devinrent alors les symboles du combat pour éradiquer ce fléau qu'est la violence à l'égard des femmes. Quelques décennies plus tard, l'événement ne parvient toujours pas à capter l'attention de la communauté internationale. Pourtant, les sévices et tortures infligées par des hommes à des millions de femmes sont bien réels et les colonnes de tous les journaux de la Terre ne suffiraient pas si l'on voulait recenser la totalité de ces crimes. Aux États-Unis, une femme est battue par son partenaire toutes les 15 secondes. Oh là là. En Afrique du Sud, une femme est violée toutes les 23 secondes. D'accord ? Au Bangladesh, près de la moitié des femmes ont subi des abus physiques de la part de leurs conjoints. Plusieurs organisations humanitaires au sein desquelles Amnesty International, auquel nous on est adhérents d'ailleurs, ont uni leurs forces pour que cet événement constitue l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les violences perpétrées quotidiennement à l'encontre des femmes. Alors, les événements du Nigeria, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les événements survenus au Nigeria en 2002 sont de nature à alimenter notre réflexion. En effet, des émeutes ont eu lieu à Abuja, causant la mort d'une centaine de personnes et en blessant un millier. La raison de ce déferlement de violence n'était autre que l'élection de Miss Monde, qui devait avoir lieu dans la capitale fédérale, un événement de portée mondiale censé améliorer l'image de ce pays troublé dont 2/3 des États ont adopté la charia. Je sais pas ce que c'est la charia, je sais pas si ça te dit quelque chose. La charia, c'est une pratique, je sais pas, la charia, c'est quelque chose de... D'accord. C'est une culture à part, quoi. Alors, malheureusement pour lui, le président Obasanjo, un chrétien élu avec des voix musulmanes, regrettera longtemps d'avoir autorisé la tenue d'un tel spectacle pendant la période du Ramadan, bévue qui causera sans doute sa défaite lors des prochaines élections. Alors en Occident aussi, comment en effet les pays occidentaux pourraient-ils être crédibles alors que les valeurs qu'ils proposent en exemple sont elles-mêmes perverties? Quelle pourrait donc être la réaction d'un musulman nigérian s'il considère la nudité comme une obscénité face à une culture, la nôtre, où l'apparence et la mode sont érigées, je vais arriver aujourd'hui avec le rhume, sont érigées en dogme, où les femmes sont communément battues par leur mari, où la pornographie est devenue banale et où la mise en esclavage des femmes pour satisfaire les pulsions sexuelles des hommes. Par exemple, les milliers de jeunes filles venues des pays de l'Est ne provoquent que l'indifférence des législateurs. Point d'interrogation. Et fin de l'article. Ah ben, c'est quand même pas mal tout ça. Et donc, ce que je retiens surtout dans l'article, c'était les hommes, où toutes les 15 secondes, tu vois, il y a une femme battue toutes les 23 secondes, une femme battue en Afrique, c'est grave quand même. Ah oui, non, c'est vraiment violé. Ils ont prononcé le mot violé quand même. Hein. D'où l'importance de cette journée du 25 novembre qui va donc commémorer cette journée en faveur des droits des femmes. Hein. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. Même si c'est pas la même journée, mais je crois que ça fait partie des droits des femmes, ce que tu viens de dire. Voilà, ça, pareil, parce que on est dans la violence, et donc il faut que cette violence, elle soit elle soit bannie, quoi. Tu te rappelles quand est-ce que ça a été fait la déclaration des droits des femmes? Non, je crois que c'était 58. Donc 1958. C'est juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr. En même temps que il y a le droit des votes, il y a le droit de vote des femmes. Je crois que c'était juste après la Seconde Guerre mondiale.
Et je crois que c'était juste, mais je crois, c'est pas en 46, 48, je sais plus. Je crois que c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens plus. C'est en 58 le droit des femmes. La déclaration des droits des femmes, ça s'appelle. Oui. Et il me semble qu'il y a eu le droit de vote pour les femmes, ça je me souviens, je sais plus si c'était dans cette. Et je sais que juste après la Seconde Guerre mondiale, ça j'en suis quasi sûr. Maintenant le reste. Mais je trouve ça bizarre que ça soit cité, que ça a été si tard. La déclaration des droits des femmes en 48 ou je sais pas quand est-ce que c'était exactement. Je sais pas si les gens le savent, s'ils nous écoutent, parce que j'ai pas tout sur moi, j'ai pas tous les éléments, mais déclaration des droits de l'homme 1789, déclaration des droits de la femme a dit 1900, je sais plus combien, donc. Ouais, parce que moi je pensais déclaration des droits de l'homme, donc voilà. Ah oui, mais c'est pas pareil. C'est en 58 là, donc quand tu dis là tu confonds. Oui, mais la déclaration des droits de l'homme c'est 1789 en fait. Mais ça c'est la mise en place. Et là tu parles de l'universel là. Oui. D'accord, qui a été je sais pas quand là. Voilà, d'accord. Dans toutes ces déclarations qui ont chacun et chacune leur importance, c'est vraiment des dates clés et des dates d'avancée de notre histoire, quoi. Absolument. Voilà. Bon, donc je vois. Donc le mariage, un droit pour tous, et c'est une campagne de communication, donc 4 campagnes. C'est proposé par Act Up Paris, et donc je vous en la première, c'est le mariage va changer la vie des homosexuels, mais il ne changera pas la vôtre. Le mariage, un droit pour tous. C'est signé Act Up. Act Up Paris, il faut dire que c'est une association de lutte contre le sida et les discriminations. Il lance donc cette première grande campagne participative en France pour le droit au mariage des couples de même sexe. Cette question concerne toutes et tous, hétéros, bi, homo, trans. Peut-on accepter qu'une catégorie de personnes ne bénéficie pas des mêmes droits du seul fait de son orientation sexuelle? C'est la définition même de la discrimination. Voilà ce que dit dans ce visuel d'Act Up au sujet du mariage, un droit pour tous. L'Espagne a légalisé le mariage homosexuel en 2005. Oui, mais là, on commence à s'inquiéter un petit peu pour l'Espagne quand même. Hein. Ouais, le pays existe toujours. Ils ont même gagné au foot. Bon, d'accord. Voilà ce qui dit. Ce sont des petites campagnes que je vois, des spots publicitaires que je lis devant moi. Donc je vois accrocher les cyclistes n'ont pas le droit de mâcher du chewing-gum. Les homosexuels n'ont pas le droit de se marier. Alors, qu'est-ce que le chewing-gum vient faire là-dedans? Voilà, c'est ce que je regardais l'étiquette. Qu'est-ce que le chewing-gum vient faire dans ce sujet? Mais oui, non, mais c'est une question qui est sur nos campagnes de communication d'Act Up. Et il dit les cyclistes, c'est pour les chewing-gums, c'est pour mettre coller sur la roue, pour coller les rustiques, je sais pas. Donc je vois pas le lien, oui. Comme quoi les cyclistes n'ont pas le droit de mâcher du chewing-gum, et pourquoi pas. Et les homosexuels n'ont pas le droit de se marier. Donc voilà, j'ai pas une allusion. Je regarde si j'ai de précision. Non, j'ai pas de précision sur ça. Par contre, il faut rajouter que c'est en Europe, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, l'Islande, la Suède, la Norvège et la Slovénie ont déjà légalisé le mariage homosexuel. C'est un petit rappel qui ont. Alors, Royaume-Uni, c'est union civile. Royaume-Uni, c'est l'union civile, c'est pas tout à fait mariage. Au Royaume-Uni. En Europe, moi je l'ai pas, le Royaume-Uni. Si, tu l'as dit, je crois, quelque part. Non, en Bretagne ou je sais pas quoi. Ah non, la Slovénie. Vas-y, répète les pays. Alors, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, l'Islande, la Suède, la Norvège et la Slovénie. Ah oui, exact. Donc, et puis le Royaume-Uni, c'est union civile. Ah d'accord, mais peut-être. Mais alors, là, il n'est pas question, là on parle bien de mariage légalisé. Sauf que l'Espagne, grosse inquiétude maintenant. Et donc, la question qui se pose aussi, c'est que la France, qui se décrit comme terre des droits de l'homme, accuse un sérieux retard par rapport à cette question-là. Il s'agit avant tout d'une question d'égalité des droits,
Et il existe en effet des différences concrètes et symboliques entre un Pacs et le mariage. Non, mais la France, de toute façon, ils sont en retard, mais il n'y a pas que sur ça. Hein. Ils sont en retard sur tout. Alors, il faut pas s'étonner pour ceux qui écoutent. Il faut avoir habitué avec Equality. Il est tellement en colère vers la politique, c'est de pas s'étonner tout le temps pour ses réactions. C'est pour ça que j'en parle pas, parce que... Donc, c'est pour ça qu'il est toujours assez dur par rapport au niveau politique. Mais la France, oui, en retard, oui et non. Donc, il y a le Pacs, mais... Il y a un mais quoi, le Pacs. Oui, mais bon, je sais pas si on peut en parler parce que j'ai pas envie qu'on redébatte ce qu'on a dit la semaine dernière. Non, c'était juste une allusion par rapport à ça que je voulais en introduction redonner un petit peu la problématique qui tourne autour du mariage, un droit pour tous, voilà. Et donc c'était juste un petit clin d'œil et un petit rappel sur ce débat-là que nous avons déjà tenu. Il y a quand même deux choses, en fait il y a peut-être deux choses à dire sur le mariage, enfin ça c'est à titre personnel. D'une, il y a plein de monde, enfin là on parle au niveau politique, qui ne veulent pas entendre parler du mot mariage. En France, là on parle bien en France pour l'instant. En France, ils veulent pas, les politiciens veulent pas entendre parler du mot mariage, mais pratiquement presque tous, on va dire presque, sauf bien sûr, on va pas dire qui, parlent d'union civile en France. Mais va-t-il se faire? Je suis pas sûr. Autre chose, et là c'est peut-être la transition qu'on veut faire, c'est est-ce que on a droit au mariage, mais on est dans l'église. Ça, là je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont être contre. Archi contre. Donc le mariage oui, mais alors certains veulent pas entendre parler du mariage et dans l'église moi j'y crois encore moins. Déjà qu'on n'est même pas encore arrivé nous-mêmes on n'est pas encore arrivé à la mairie. Donc déjà si on n'arrive même pas à franchir l'étape de la mairie, ça m'étonnerait vraiment à 100% qu'on arrive jusqu'à l'église. Moi ça j'y crois pas du tout. Là je parle en France. Après au Danemark, je ne sais pas comment ça se passe. Tant mieux, mais est-ce que ça va vraiment aboutir au bout? Je ne sais pas. Je sais pas ce que tu en penses, toi, pour Danemark, mais est-ce que tu crois que ça va aller au bout, l'histoire du mariage à l'église? Eh bien, c'est une proposition de loi a décidé de présenter l'église évangélique luthérienne d'État comme les hétérosexuels. C'est le ministère donc de l'Église de l'égalité qui doit soumettre prochainement une loi à ce sujet au Parlement. C'est les homosexuels pourront-ils bientôt se marier à l'Église? Les Danois, voilà. Et là, ils parlent vraiment d'une église évangélique. Donc, par contre, j'ai pas fait de recherche sur le Danemark. Est-ce que le Danemark fait partie des pays où il y a les mariages homo en mairie? Non. Non, je crois. Alors, ils vont pas. Le Danemark a été le premier pays au monde à autoriser le 1er octobre 1989 l'union des homosexuels à la mairie. Ah, donc ils ont fait quelque chose alors. Du partenariat enregistré, qu'il appelle, c'est pas pareil. accorde à ces couples homosexuels dans sa première rédaction quasiment tous les droits dont bénéficient les couples hétérosexuels. Ils ont l'union civile donc au Danemark à la mairie alors. Ça s'appelle le partenariat enregistré. Comme nous et le Pacs quoi. Comme nous le Pacs. Sauf que nous on n'est pas la mairie. Manquer en particulier le droit à l'adoption reconnu en 2009 et le droit de se marier devant l'Église d'État en voie d'être accordé. Depuis 1997. L'Église bénit les unions civiles homosexuelles, mais ne célèbre pas la cérémonie rituelle du mariage et ne consigne pas les couples dans les registres paroissiaux. Vous savez qu'on signe des registres quand on passe devant l'Église. Donc, quand deux hommes ou deux femmes s'unissent, c'est un mariage et il n'y a aucune raison de trouver un nouveau mot, a affirmé George Hinch, qui est le porte-parole de l'association des défenses des droits homosexuels LGBT du Danemark en matière de politique de l'Église. Donc, quand on emploie le même mot qui est utilisé dans la langue de tous les jours, cela envoie un signal clair aux couples de même sexe qu'ils font naturellement partie de l'Église, a-t-il ajouté. Voilà, l'annonce de la décision ministérielle intervient moins d'un mois après la mort à 96 ans du militant pour les droits des homosexuels Axel Gil, qui avait été le premier avec son partenaire Elgil Eskinsen, sont des Danois,
à s'unir en vertu de la loi de 1989 de chez eux, d'où de ce partenariat enregistré, célébré à la mairie. Donc au terme du nouveau projet de loi, les pasteurs donc ne seront toutefois pas tenus de marier les couples homosexuels, mais un tel refus ne remettra pas en cause le droit au mariage, a expliqué donc le porte-parole. Un pasteur peut dire non, mais alors un autre acceptera, a-t-elle ajouté. Voilà. Au 1er janvier 2011, l'église luthérienne d'État danoise comptait 4,5 millions de membres, soit 80% de la population du Danemark d'après son site internet. Et près des 2/3 des Danois, ça fait pour les 2/3, c'est 63%, étaient en faveur du mariage religieux des homosexuels. Selon un sondage qui a été publié en mars 2010 chez eux, 6 des 10 évêques de l'église évangélique luthérienne d'État, interrogés donc par ce quotidien-là, se déclaraient favorables à l'union devant l'autel des homosexuels qui se battent depuis plus de 2 décennies pour avoir droit à un mariage religieux. Donc c'est depuis le 10 mars 2010, l'ex-premier ministre conservateur Lars Løkke Rasmussen s'était lui aussi déclaré ouvert à toute idée d'égalité entre les couples, estimant qu'il appartenait à l'Église de faire le premier pas. Voilà, donc les partis de centre-gauche au pouvoir depuis septembre étaient favorables aussi à de telles mesures. Voilà, c'est de source AFP et de ce proposition de loi que va être présentée sur le mariage religieux au Danemark. D'accord. Voilà, Mister Alès, qu'est-ce que tu penses toi qu'est-ce que tu en penses du mariage religieux à l'église? Est-ce qu'il faut qu'on aille du côté du protestantisme? Est-ce qu'il faut qu'on aille plutôt que vers un curé? On a différentes églises en France. Comment on peut s'organiser pour passer à l'église? Est-ce qu'il faut aller dans un couvent? Qu'il faut aller dans Qu'est-ce que ça va changer par sa pratique, parce que des musulmans, musulmans qui veulent partager avec son ami sa religion et qui va être reconnu dans ses pratiques religieuses. Mais par exemple, la personne qui est athée, qui n'y croit pas du tout, se marier à l'église, ça va rien changer du tout. J'avais pas pensé à ça. Si, moi j'ai pensé, mais ça va au contraire, ça va le mettre plus à l'aise, ça va le mettre plus mal à l'aise qu'il l'est. Déjà, parce que il va dire que s'il se marie avec quelqu'un qui est catholique et il pratiquant, le fera par amour. Mais après, c'est vrai que s'il est athée, la religion, c'est pour ça que d'un sens c'est bien, mais dans l'autre sens c'est stupide. Les croyances sont là malgré tout. C'est stupide. Bah, je peux dire la même chose. Il y a des hétéros qui se marient qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas catholiques. Hein. Ouais. Oui, non, mais bon. Mais est-ce que les hétéros qui se marient, qui sont pas forcément catholiques ou protestants? Oui, non, mais bon, après voilà, chacun fait comme il le veut. Mais bon, moi personnellement. Après, s'il y en a qui sont vraiment pratiquants catholiques, effectivement, ça peut bloquer. Après, t'as des convictions religieuses, parfois. Donc, tu te dis, pourquoi on marche les pèlerins de Saint-Jean-de-Compostelle. Et quand tu marches, tu chemines vers la Vierge, vers l'apparition de la Vierge. Ouais. Les gens de Saint-Jacques, c'est pas ça? Le Saint-Jacques de Compostelle. Non, mais c'est pour t'expliquer, revenir sur la conviction religieuse qu'a la personne et l'amour que tu portes à ton partenaire, et que peut-être que. Mais alors, t'as pas besoin d'aller à l'église pour moi, oui. Bah non. Pour toi, peut-être, mais pour moi, je vais dire que t'as pas besoin d'aller à l'église pour l'aimer. Bon, déjà, le problème. Aller à l'église comme aller à la mairie. Bon, déjà, le problème. Tout le monde ne veut pas aller se paxer à la mairie. Déjà, la première chose qui me freine, pas moi, petite personne, mais qui m'a dérangé, c'est que des fois la définition du mariage pour eux c'est
L'union entre un homme et une femme, ça déjà c'est les définitions. C'est pas marqué ça encore. Ils disent l'union entre un homme et une femme. Alors si déjà le mot il y a ça, est-ce qu'un homme et un homme peut se marier? Parce que si c'est l'union entre un homme et une femme, s'unir oui, mais apparemment déjà je suis pas sûr que ça passera dans une église. Ah non. Moi j'y crois pas. Je sais pas comment ils font le Danemark. Je ne sais même pas comment ils font. Alors s'ils réussissent, ça sera un exploit. S'ils y arrivent, oui. Mais ça c'est pas sûr. Ensuite, mariage religieux. Là, par contre, la question que tu poses, c'est pour le Danemark ou pour la France, ou en général? Je demande pour en général. En général. Parce que le Danemark, ça va faire une jurisprudence. Bon, Danemark, je crois qu'il est dans l'Europe. C'est dans l'Europe, bien sûr que c'est dans l'Europe, bien sûr, évidemment. Donc, ça va faire une jurisprudence. Et moi, je dis, si ça marche bien au Danemark, pourquoi pas ailleurs? Mais après, c'est une possibilité. C'est comme un mariage homo. La question... tout le monde ne veut pas se marier. Et tout le monde ne va pas à l'église. Finalement, pourquoi finalement cette affaire ne reviendrait pas à l'Europe finalement? Moi aussi. Pourquoi, au lieu de faire par pays, parce que à chaque fois ils s'entretuent. Ah oui, ils s'entretuent. Déjà, je t'en ai parlé, je te l'ai dit, le mariage de Bègue, le mariage de Bègue, il va passer au Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, est-ce que finalement, on pourrait, le mariage homosexuel, le droit au mariage pour tous, finalement, il faut qu'on fasse ça, parce qu'il faut pas qu'on exclue les hétéros non plus. Le droit au mariage pour tous devrait être finalement une affaire d'Europe, maintenant. Mais tout à fait, parce qu'il faut, le mariage concerne, déjà, tous les pays qui se sont mis au goût du jour, enfin qui ont évolué leur mentalité, leur acceptation vers l'égalité. Regarde ce qui se passe en Espagne, ça va changer de gouvernement. Eh bien, ils parlent qu'ils vont annuler la loi qui est passée favorable. Ils vont revenir sur. Oui, ils vont revenir. Là, tu parles pour l'ancien. Là, tu parles pour l'Espagne. Ah oui, je suis sûr aussi. Moi. Et ça, ils vont défaire cette petite avancée qu'a eu l'Espagne en ouvrant le mariage et ça va être complètement chose cassé. Qui va être inversée en Italie. En Italie, ça va être inversé parce que l'Italie, le gars, il était contre le mariage. Là, maintenant que Berlusconi est parti, il va y avoir maintenant peut-être l'affaire du mariage qui va arriver en Italie là. Et donc, on voit, c'est marrant ça. Comme le ping-pong, tu te renvoies la balle. On a un nouveau président en mai 2012. Il y aura peut-être. Tu y crois? Oui, mais tu y crois toi? Je sais pas. Soyons prudents sur ça parce que moi restons prudents parce que voilà, si jamais il y a il y a des possibilités de voies nouvelles qui pourront aller dans le sens de l'égalité du mariage. On verra bien. Par contre, si on doit se rebaser en France, qu'est-ce que ça y va en ce moment en actualité le mariage gay en France? Ah oui, mais ça y va là ça a vraiment cette semaine donné. Il y a eu que ça sur Direct 8, il y a eu une émission sur Mandini, c'était jeudi soir. Il parlait de ça. Oui, parce que c'est un sujet qui intéresse énormément de gens, qui est porteur et qui concerne bien l'égalité des personnes. Mais donc, il y a les députés UMP qui s'y mettent. Alors déjà, il va y avoir une grosse guerre à l'UMP avec ça. Oui. Je sais pas si tu as vu, mais là en ce moment, il y a la grosse guerre en la UMP au niveau du mariage gay. C'est un sujet qui fâche. Parce qu'il y a à côté, t'as 18 députés UMP qui sont contre. T'as Sarkozy qui réfléchirait à côté sur le mariage. Et t'as Guélive maintenant qui ont fait un programme. Guélive qui fait un programme qui se dit non, il faut faire ci, il faut que ça soit inclus. Oh là là, il va y avoir une guerre. HES aussi qui propose un programme aussi. Donc. Oui, mais les socialistes sont pour le mariage gay. Donc c'est pas un problème. Mais je veux dire que au sein du UMP, parce que comme ils sont en train de réfléchir à nouveau. Rappelle-toi ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Il veut donner un nouveau nom à l'union de deux personnes. Est-ce que tu n'as pas eu l'écho de ça quelque part? Ou c'est Alain Juppé qui disait qu'il était favorable au mariage de même sexe, mais avec un autre nom. Il est passé sur France 2 je crois que c'était il y a 2 mois. Oui. Juppé, il avait été questionné sur ça. Paroles et ça s'appelait Des paroles et des actes. Voilà. Il était invité dessus. Il a dit je veux pas entendre parler du mot mariage, mais je n'y suis pas contre. Je ne m'oppose pas. Et par contre, il est contre le mot parentalité, ça c'est clair. D'accord. Tout comme beaucoup de politiciens d'ailleurs. Oui. Mais malheureusement, ça c'est vraiment dommage. Oui, parce que la valeur de l'enfant,
Moi, pour moi, la cellule familiale est respectée malgré tout. Mais bon, après, les avis sont partagés. Ce que je comprends pas, est-ce que là, la grosse question que je me pose, c'est est-ce que vraiment le mariage gay va se passer en France? Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il y aura plus le nom d'union civile. Il y a encore du chemin à faire. Moi, je pense que l'union civile va passer, si jamais, on va pas citer qui va passer, il faut pas faire de politique. Non, on fait pas, je fais pas d'amalgame de ça, c'est une émission. Mais j'y crois pas, à titre personnel, j'y crois pas au mot mariage gay. J'y crois pas, il y aura jamais ça en France. Le mot mariage, même si un parti politique passera. Mais regarde, t'as vu comme il appelle le partenariat enregistré. Et ce que je veux dire, c'est que déjà, pourquoi on pourrait y croire au mariage gay en France, puisque déjà le Pacs n'est même pas en mairie. N'est même pas, n'est même pas accepté. Comment on peut comment y croire à cette histoire? Moi, j'y crois même pas que ça va passer. Est-ce que le Pacs, c'est quand même sur les registres des états civils, non? C'est au tribunal d'instance. Mais d'accord, mais c'est même pas sur les registres. C'est pas sur les registres d'état civil alors. C'est même pas sur les registres. Ah oui, d'accord. Par contre, c'est dans l'acte de naissance. Ah mais l'acte de naissance, c'est l'État. Enfin, c'est un registre. L'état civil, c'est un truc d'état civil. Un acte d'état civil. Ah oui, je suis sûr. Donc c'est bien mentionné. Oui, c'est mentionné. Et t'as même la mention, quoi que le jour où tu es dépaxé aussi. Ouais, le début voilà. Donc le partenariat est bien défini. Oui, ça veut dire parce que je l'ai, donc je l'ai ça, donc il y a pas de souci. D'accord. Mais voilà, là c'est pas la question, c'est qu'on s'est dit pourquoi finalement y croire que ça va passer, puisque déjà le Pacs n'est même pas en mairie déjà. Premièrement, le Pacs, qu'est-ce que ça peut foutre que le Pacs soit en mairie déjà? Je me pose la question, qu'est-ce que ça peut leur foutre que ça passe en mairie ça? Ben oui, bien sûr. Ouais. Déjà je me pose la question. Mais, ça. Et pourquoi ça? Que ça peut leur faire que les personnes aussi puissent aller à l'église, franchement. Ah ça c'est encore autre chose. Mais pourtant non mais ils sont tellement figés sur le mariage est un homme et une femme. On est tous catholiques, on est tous croyants, on est tous croyants de je sais pas s'il y a un Dieu qui existe. À l'église c'est plus difficile hein. C'est plus difficile. Non, mais quelle église? Parce que là, je vois au Danemark, comme je disais tout à l'heure, c'est une église évangélique luthérienne. Église, que c'est une secte comme les. Je suis désolé que évangélique tout ça, l'église reste une église, hein, de toute façon pour moi. Oui, c'est un lieu de culte, mais après c'est la pratique. Ah moi je m'en fous, ça me dérange pas. Moi je suis pas contre le mariage en église. Moi je m'en fous, c'est pas ça. Une cérémonie devant l'autel, donc voilà quoi. Moi je suis pas contre, mais je n'y crois pas moi. Regarde, et pourquoi le roi et la reine se marient à l'église? Ouais, c'est normal. Ah oui, pourquoi? Bah oui. Eh bien, pourquoi? C'est pareil. C'est un homme et une femme. Mais là, ils sont mariés civilement. Et pour l'église. Et voilà, la chose, c'est vrai. Je vais te dire que là, ils sont tellement figés sur un homme, une femme en mariage que même l'union au niveau Adam et Ève. Oui, non, mais c'est ça le problème, et que ça sera jamais accepté. Moi, j'ai peur que le Danemark, si jamais la loi passe, qu'ils vont se ramasser des choses. Hein. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas contre. Mais là, je parle politiquement parlant. Hein. Politiquement parlant, si le Danemark fait passer ça, moi, je serais content, je serais heureux. Mais j'ai peur des représailles derrière, par contre. J'ai très très peur. Parce que l'église, et c'est pour ça que ça sera jamais accepté. Tu viens de dire la séparation de l'église et de l'État, bah justement là, voilà le problème quoi. Ben voilà c'est ça qui fait peur. Ça me fait très peur ça. Si jamais Danemark fait passer ça, j'ai peur. Je parle pas au niveau Danemark, je parle au niveau Europe. Ouais. Je parle au niveau européen. Ça risque de non, moi, que c'est une avancée. Il faut donner la possibilité à chacun et chacune de pouvoir mais tu vas partager voir que ça va dans le jeu de partager son culte, tout simplement. Et donc on a trouvé une idée commune, c'est que il existe la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Pourquoi ne fait-on pas en juin une journée internationale de lutte pour les LGBT, pour les droits, et que ce soit une seule journée partout en France, et qu'on n'ait pas des Gay Pride à Paris, à Lyon, à Marseille. Mais pourquoi en juin? Parce que le juin, c'est l'anniversaire de Stonewall, des revendications des homosexuels américains. Rappelle-toi, c'est un anniversaire. Ouais, mais tu sais que le 17 mai, c'est quelque chose aussi. D'accord. Par rapport au 17 mai. Tu peux pas faire une journée contre l'homophobie, une journée d'LGBT en juin. Et pourquoi pas? Ça fait bizarre. Une journée internationale. Mais ce sont les droits LGBT.
voilà. Ah, mais c'est non, pas mais, pareil. non, mais c'est ça que je te parle, moi. Oui, mais attention. Oui, mais attention, Moi, c'est pas la même chose. Ah, si, c'est ce que j'ai T'as dit. dit la journée mondiale des LGBT, t'as pas dit des droits LGBT, c'est pas pareil. Ah, mais. Pour moi, c'est pas la même chose, déjà. Ah, mais mondial LGBT, c'est que tout le monde est concerné par l'évolution des droits LGBT, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, voilà. Et faire une journée, une simple journée, plutôt qu'il y ait 46 000 Gay Pride de partout en France, parce que la Gay Pride dérange. Et donc, si tu veux... ça, merci, je sais que ça dérange, oui. Oui, ça dérange, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis sa création. On est à combien, le Gay Pride? On en est à quel numéro de Gay Pride? La 10e, la 11e, la 15e? Non, à Bordeaux, on est à quoi? On en a fait 15, non? En France, je ne crois pas, parce que je crois qu'en France, c'est plus loin. Je crois pas que la première Gay Pride en France soit en 95, je crois que c'était plus loin encore. À Paris, je ne sais pas. À Bordeaux, la première, c'est en 95. Mais Paris, c'est combien? Je sais pas. Je connais pas l'origine de la date de la Gay Pride parisienne. D'accord. Aux États-Unis, on a fêté les 30 ans de Stonewall. Rappelle-toi, c'était une exposition qu'on avait proposée lors de la Gay Pride. Et donc cet anniversaire-là, il y a un jour, il y a une date. Et pourquoi pas en faire de cette date-là une commémoration internationale de revendication de droits pour les LGBT. Tu la connais la date? Je me rappelle pas, mais... Alors, la date que tu penses, donc finalement, ça serait le jour d'anniversaire de Stonewall, qui est donc, le 28 juin 1969, qui a eu lieu à New York. Oui, tout à fait. Je vais pas parler de Stonewall, peut-être on en parlera une autre fois de. Oui, de cette mais on avait déjà Stonewall. évoqué ça lors des émissions au mois de juin. Donc, voilà, donc il y a eu une émeute, quoi qu'il en soit, une nuit à New York, et on en parlera. Alors pour les Gay Pride, les premières Gay Pride dans le monde, ça s'est passé à New York en 1970. 70, oui. 70. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire Gay Pride? Non. Alors, il y a un truc qui me dit, le terme Gay Pride veut dire fierté homosexuelle. D'accord, mais c'est pour ça qu'on dit la marche des fiertés. La marche des fiertés aujourd'hui, mais la Gay Pride à l'époque, c'était fierté homosexuelle. D'où le nom maintenant aujourd'hui du marche des fiertés, effectivement. Voilà, on a francisé le truc par rapport à Gay Pride. Et je trouve que c'est mieux de dire marche des fiertés. Parce qu'on revendique le droit d'exister et le droit à l'égalité. Bon, voilà. C'est bien aussi cette démarche-là que même si on défile en string et une plume sur la tête, c'est aussi le côté se montrer. C'est la visibilité. Et la visibilité, on le extrapole, on fait des images de choc de façon à bien retenir l'attention sur l'événement, sur ce que l'on réclame, le droit pour tous, le droit de vivre sa vie, de vivre sa sexualité, pour éviter tous ces remue-ménages où il y a des Gay Pride à Nantes, à Lille, à Lyon et tout, et de réfléchir, une idée de penser à une uniformisation, puisque l'événement de départ, c'est Stonewall. Et c'est Stonewall qui a déclaré cette envie d'égalité, cette reconnaissance de sa sexualité au sein de notre société, et qui, d'où l'OMS a retiré la maladie mentale de l'homosexualité. Tout cela, ça a cheminé, ça a fait son chemin. Et pourquoi pas, donc, une journée internationale de lutte des droits LGBT, représentant en support et en rappelant les événements de Stonewall, la liberté d'exprimer sa vie, d'exprimer son être, quoi. Je sais pas comment te dire. Est-ce que tu me dis en faire une journée internationale qui soit célébrée en même temps et partout dans le monde? Ben justement, pourquoi il y a autre chose là? Tu voudrais en fait que finalement la date du 28 juin, toi tu veux caler le 28 juin, voilà, le 28 juin, comme on fait pour le 17 mai. Bon. On sait que tous les ans, le 17 mai, c'est l'anniversaire de la lutte contre l'homophobie. Sans compter que le 28 juin colle beaucoup avec, effectivement, qui se rapproche beaucoup avec chaque date des marches de Paris. Oui, mais déjà, après... Il y a autre chose qui me choque. Pourquoi les Gay Pride, c'est toujours une ville, c'est un jour, c'est un autre jour, et c'est un autre jour. C'est la question que je viens d'évoquer. Je dis c'est nul, pourquoi on pourrait pas les mettre le même jour? Voilà.
c'est une réflexion que j'amène et que on pourra en débattre dans nos émissions, oui, parce que c'est un sujet toujours malheureusement au goût du jour. La revendication des droits, c'est important, et c'est une lutte permanente, parce que on est homosexuel pas en passant pour faire joli comme ci comme cela, et donc exister et défendre son amour, c'est important. D'accord. Voilà. Et donc voilà, c'est la question. Et si on fait une journée internationale de lutte des droits LGBT, qui soit en correspondance, en relation avec les événements de Stonewall, création de la revendication des droits homosexuels, et bien entendu on y a rajouté les LGBT pour les trans et tous les spécificités autour des LGBT. Nous ne sommes pas tout seuls, les lesbiennes, gays, bi, trans, homosexuels, ça, hommes, femmes, il y a plusieurs... En plus il y a autre chose, parce qu'on a fait un débat, il y a les Q, il y a les I, voilà, il y a les intersexes. On a franchisé pour une marche des fiertés. Pourquoi on n'irait pas pour une journée internationale des droits LGBT? Mais est-ce que ça pourrait pas rejeter les hétéros, ça? Mais après, ils accompagnent le mouvement parce qu'on est dans l'égalité. Donc, pour eux aussi, les hétéros, ils ont leur journée internationale sur la parentalité, sur les parents. Il y a des journées sur les enfants, sur le droit à l'enfant. Et il y a des journées, il y a bien, on fera l'état des lieux des différentes journées. Il y a un autre truc qui n'existe pas qu'on pourrait inventer. Ce qui rejoint ton truc, hein. Ouais. Mais là, j'inclus tout le monde cette fois, c'est-à-dire une journée internationale de l'égalité et des droits pour tous. Oui, c'est l'égalité des droits. Oui, parce que là, va se greffer donc ceux qui sont les miséreux, va se greffer tout ce qui sont les laissés pour compte, que moi j'appelle. Moi, l'égalité, je l'ai bien dit dans divers reportages et interviews, on ne doit plus baisser les yeux pour l'égalité de la diversité. Il n'existe pas une journée internationale de la diversité, il me semble. Il me semble que si. Mais l'égalité des droits, non. Non. Voilà. Mais la diversité, ça existe. Donc, il faut pas non plus. Oui, c'est pour ça. Moi, puisque la Gay Pride, c'est quand même une attention, une revendication forte dans les droits de revendication pour les avancées LGBT. Donc, il faudrait en faire une pour le droit LGBT parce que c'est 28 juin. Ouais. 28 juin, c'est quand même bien spécifique et bien notre volonté d'égalité des droits, hein, d'assumer notre sensibilité, nos couples. Et notre vie de couple, qu'elle soit donc identique à chacun, à chacune. Et donc c'est ça. Après, pour l'égalité pour tous, peut se retrouver dans différentes autres journées internationales. Hein, il y a la journée internationale des solidarités. Mais c'est pour moi, c'est le fait de. Après, c'est vrai, c'est la fête, mais est-ce que ça serait plus porteur d'avoir une seule journée que d'en avoir 36 000 dans et l'Europride et tout ça aussi et s'y mettre aussi? Si on a la journée internationale des droits LGBT, des droits pour tous, automatiquement comme ça réunirait toutes les associations qui luttent pour les droits. Toutes les tendances confondues. Voilà. Tu veux qu'on parle de Goldorak, d'Albator? Est-ce que tu as choisi un manga qui te plaît, Sandy? Non, j'en ai deux, malheureusement, mais bon. Ah, mais faut en faire chacun. Mais non, de toute façon, j'ai pas choisi, je les ai en tête, de toute façon, donc... tu les as en tête, tu as un petit peu l'historique. Oui, je connais l'histoire, j'ai les là, on va essayer de s'orienter. S'il y en a deux vraiment que je conseille, que s'ils ne connaissent pas, c'est Rémi sans famille et Princesse Sarah. Donc c'est si je dois dire, c'est deux dessins animés qui partent de la misère, surtout Rémi sans famille, un enfant qui est abandonné, qui a été élevé par une mère adoptive, auquel c'est le père qui l'a jeté de toute façon.
Le beau-père, il a rejeté, puis il se retrouve à la rue, et puis il a rencontré Vitalis, et voilà, et il retrouve sa vraie mère à la fin. Justement, il rencontre un Saint-Tabanque. Mais une belle histoire, une très très grosse histoire. Je raconte pas en entier, sinon ça vaut pas la peine, ça vaut pas le coup. Mais c'est sur la misère. À voir, franchement. Et puis Princesse Sarah, c'est un peu pareil. Elle est issue d'une famille riche en Inde. Elle est arrivée à Londres. Elle tombe dans un collège. Elle est riche, quoi, parce qu'il y a une rivière de diamants en Inde. Et puis finalement, elle devient pauvre parce que son père est mort. Son père décède et puis du coup elle se retrouve bonne, quoi. Elle est en train de, elle se retrouve, elle doit des dettes au collège et puis finalement elle se retrouve bonne. Trop bien. Voilà. Je suppose que si t'as mis Goldorak, c'est parce que c'est le tien, ton truc préféré. Ah oui. Voilà, c'est pour ça. C'était juste histoire de dire, sans réciter qu'est-ce que c'est, mais voilà, t'as passé générique carrément en fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc après, voilà, sinon après j'aimais bien aussi plein d'autres. Non, je suppose les plus connus, Albator, Capitaine Flamme, les trucs comme ça. Voilà. Après. T'as pas un truc à thème précis que tu aimes bien en manga? Mais moi c'est sur les dessins animés, donc c'est sur les années 80, donc ça va être on va tourner autour de Jeanne et Serge, tu m'as dit aussi que t'aimes bien. Hein? Jeanne et Serge aussi, tu m'as dit. Jeanne, voilà. Il y en a plein, mais le problème, dans les années 80, il y en a plein qu'on aime bien. Bon, après. Belle et Sébastien, j'aime beaucoup. Ah, j'aime moins. C'est sympa, mais. C'est plus série. Tu veux pas Calimero aussi, parce que c'est pas juste. Ah oui. C'est pas juste, c'est trop. Non, c'est trop. Non, c'est pas juste, c'est Titoff, c'est trop injuste. Il dit Calimero, je crois. Je voudrais remonter à la surface. Merci. C'était une chanson de Henri Dess, Danse dans la cuisine. D'accord. Alors, j'espère que je vais pas danser en même temps, tu vois. Donc banana cotta aux noix, voilà, coulis de chocolat praliné. Tu vas me faire rêver avec ça, dis donc. Alors hachez grossièrement les noix au couteau et faites-les dorer quelques instants à sec dans une poêle anti-adhésive. Saupoudrez de 40 g de sucre et laissez caraméliser. Quand le caramel est liquide et brun clair, mélangez puis étalez rapidement le tout sur du papier sulfurisé, réservé. Deuxième point, faites ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Mixez les bananes avec 80 g. Mixez les bananes, hein. Allez, on mixe les bananes avec 80 g de sucre jusqu'à ce que vous obteniez un fin coulis. Non mais juste au hasard, hein. Bon, versez-le dans une casserole, puis faites cuire 2 minutes à feu très doux. Ajoutez la crème et le lait. Portez le tout à petite ébullition, tant qu'à faire. Hors du feu, laissez infuser 5 minutes à couvert, puis filtrez la préparation. Réchauffez rapidement cette crème de banane. Oui. Puis hors du feu, incorporez la gélatine essorée. Tant qu'à faire. C'est pas mal. Hein. Bon, rincez 4 moules individuels. en plastique, hein. Sous l'eau froide et égouttez-les. Versez-y la crème et laissez reposer 15 minutes. Incorporez ensuite les 3/4 des noix cassées. Décidément, alors, les 3/4 des noix cassées en petits morceaux au cœur des crèmes. Faites prendre 5 heures au réfrigérateur. Chauffez le lait à la crème, puis versez le tout sur du chocolat. Laissez fondre quelques minutes. Puis mélangez au fouet. Décidément, moi j'ai jamais de bol moi avec les desserts. Hein. Mélangez au fouet jusqu'à l'obtention d'un coulis homogène. Démoulez délicatement le panna cotta sur des assiettes. Décorez-les avec le reste des noix caramélisées et servez avec le coulis de chocolat praliné. Fin du dessert. Pour la crème pâtissière, la crème dans la goule, 40 centilitres de lait. 25 g de beurre, ça dépend quel genre de crème tu veux. Pâtissière. 80 g de sucre roux, 40 g de maïzena, 4 cuillères à soupe de crème de spéculoos. C'est du gâteau, ça c'est 20 g de pâte de pistache. Surtout de la pistache. Pour le glaçage, 100 g de chocolat blanc, 35 centilitres de crème fraîche, 3 cuillères à soupe de crème de spéculoos, 10 g de pâte de pistache et de la pistache et de la pistache concassée. Tant qu'à faire. Concassée, tant qu'à faire. Ces classiques petits choux, ils s'habillent de pistache et pain d'épices pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Petits choux, rien que et les grands choux. Alors les choux, dans une casserole, vous portez à ébullition le lait, l'eau, le sucre, le sel et le beurre. Coupez en morceaux, vous retirez du feu
et incorporez la farine. Fouettez énergétiquement. Oh, il est sadique Remettez la avec casserole sur le feu doux et fouettez pendant 2 minutes pour dessécher la pâte. Mais on te savait pas si sadique, dis donc. Teddy, et ajoutez les œufs, un par la pistache. en mélangeant vigoureusement. Vous versez la pâte dans une poche à douille lisse, 15 mm, et formez des petits tas espacés sur la plaque du four, recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Faites cuire pendant 20 minutes. Donc au bout de 10 minutes, vous baissez le four à 150 degrés thermostat 5, vous le laissez refroidir sur une grille. Voilà, en matière de la crème pâtissière, dans une casserole, vous faites frémir le lait et le beurre. Dans une jatte, fouettez les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporez la maïzena, versez un tiers de lait chaud sur le mélange aux œufs. Fouettez, reversez la préparation dans la casserole et portez à l'ébullition en continuant de fouetter. Non mais t'as fini, oui, de fouetter, sadique. Surtout répartissez-la dans 2 jattes. J'ai pas dit que 2 jattes, hein. Dans 2 jattes. Dans la première, ajoutez la crème de spéculoos et mélangez. Dans la seconde, incorporez la pâte de pistache. Et vous laissez refroidir. Entaillez délicatement les choux sur le côté. Dégueulasse. Remplissez la poche à douille de crème au spéculoos et garnissez la moitié des petits choux. Vous lavez la poche à douille et remplissez-la de crème à la pistache. Garnissez l'autre moitié des petits choux et après on passe au glaçage. Dernière étape, faites fondre le chocolat blanc au bain-marie avec la crème fraîche au bout de 5 minutes. Vous mélangez au fouet, répartissez dans 2 bols. Dans le premier, ajoutez la crème de spéculoos et mélangez. Dans le second, vous ajoutez la pâte de pistache. Vous mélangez, nappez les choux au déglaçage et vous vous régalez. Mais moi j'aimais quand il faut fouetter. C'était pas mal ça. C'était le mot de la recette des petits choux. Il faut fouetter pour faire monter la sauce quoi. Excentrique. Au revoir. C'est fini. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. À tous. À tous. Bonne semaine.